êtes pédopsychiatre au CHU de Besançon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous? Oui, alors, donc je suis en effet le docteur Vullier Cody Lauriane. Je suis maîtresse de conférence praticienne hospitalière dans le service du professeur Neuzloff, donc service de pédopsychiatrie du CHU de Besançon et affilié au labo de neurosciences, EA 481. Et donc j'ai une activité de clinique et de recherche qui repose sur l'étude de l'interaction parent-enfant. Alors, pas uniquement précoce, en fait, hein, parce qu'on sait les enjeux qu'il y a tout au long de la vie. Donc, interaction de la petite enfance à la fin de l'adolescence. Donc, on a monté des projets pour étudier quels sont les différents facteurs. Et on sait que c'est très complexe, hein, donc on ne va pas pouvoir tous les étudier, mais de garder la complexité de l'interaction en tête. Et des enjeux qu'il y a, notamment sur la régulation émotionnelle de l'enfant. C'est vrai que l'interaction, c'est pas uniquement c'est pas uniquement un plus un, quoi. Une interaction, c'est deux partenaires qui sont plutôt actifs, même si on sait bien qu'entre un parent et un enfant, ils vont pas contribuer de la même manière. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que le nourrisson est bien plus actif avec ses capacités qu'on ne le pense. C'est-à-dire que c'est plutôt lui qui va gérer les regards, le temps de durée des regards, l'accroche, qui va venir solliciter le parent par ses pleurs, par son agrippement, par plein de choses comme ça que le parent ne va pas forcément consciemment percevoir. Et c'est parce qu'il va y avoir, et que chaque interaction est très différente en fait, hein, avec le tempérament du parent et celui de l'enfant et les bagages que chacun a, mais ça va être cette rencontre-là entre deux partenaires actifs, même s'il y a des niveaux différents, qui va créer, alors il y a deux auteurs qui ont parlé de danse interactive, de synchronie, enfin, qui vont créer quelque chose qui dépasse l'un et l'autre. Et il y a finalement des règles comme ça de tour de rôle, de réciprocité qui vont se mettre en place. Et ce qu'on sait de la qualité de cette interaction, donc de ce jeu-là, de comment je commence à prendre en compte l'autre, avec, encore une fois, avec les bagages que j'ai, c'est cette qualité-là qui va permettre que l'enfant, le nourrisson, petit à petit, et ça se fait sur la... Alors, précoce, on parle de première année de vie en général, hein, mais on va dire, en tout cas dans les premières années, mais beaucoup se joue sur la première année, qui va permettre à l'enfant de passer de la régulation par l'autre à l'autorégulation, hein, à acquérir une sécurité interne qui lui permet de se réguler aussi tout seul. Alors, c'est l'histoire de toute une vie, ça, hein, mais l'empreinte, elle se fait quand même dans cette première année-là. Dans cette qualité d'interaction, il y a plusieurs choses à distinguer. Il y a tout ce qui se fait autour des jeux, donc des jeux de retrouvailles, des jeux de surprise, tout ce qui ne se fait pas, c'est-à-dire qu'une interaction, quand on observe les interactions parents-enfants, dans la moitié des cas, ils ne sont pas ensemble. Hein, dans la moitié des cas, on se rate. On vient donner un signal de j'aimerais être avec toi et le parent est en train de regarder ailleurs. Le parent arrive avec un jeu et en fait l'enfant est pris par autre chose. Donc et ça c'est normal, hein, ça, et c'est justement souvent l'ajustement qu'on va faire pour rencontrer l'autre qui va rendre ce moment où on se sent reconnu dans ce qu'on est et où on est. Et de même, les moments de retrouvailles sont peut-être encore plus importants dans la construction que ces moments de partage. C'est-à-dire qu'on s'est perdu, on n'est pas à côté, mais on a fait un effort pour venir se retrouver. Et là, ces moments de retrouvailles, c'est des moments très forts de « waouh, j'existe pour quelqu'un ». Et je suis reconnue dans là où j'en étais. Par exemple, un parent qui vient avec un jeu, mais l'enfant est occupé à autre chose. Bah, si le parent lâche le jeu pour dire « mais qu'est-ce que tu regardes là ?» bah là, l'enfant se sent vraiment reconnu dans là où il est. Donc ça, c'est très important dans être reconnu dans ce qu'on est en train de vivre. Et pour terminer quand même sur l'impact de l'interaction, c'est-à-dire que dans le premier mois de vie,
l'enfant, ça va beaucoup passer par ses sensations, hein, il n'est pas encore dans de l'émotion. Donc, le parent va devoir faire un travail, alors ce qui se fait en général assez naturellement, hein, de ce que tu es en train de ressentir, j'y mets des mots, j'y mets du toucher, j'y mets une enveloppe, euh, et ça va faire sens. Et la dernière chose aussi qui est très importante sur ces premiers temps d'interaction, c'est tous les moments de détresse. Comment percevoir les moments de détresse? Alors, on verra aussi chez les enfants avec le syndrome qui ne vont peut-être pas forcément le manifester de la même manière. Mais il y a tous ces moments de jeu, mais il y a aussi, et chez le nourrisson, il y en a beaucoup de moments de détresse liés à des signaux internes ou de peur ou externes. Et là, la qualité du parent qui vient de façon répétée, de façon continue, avec des réponses à peu près identiques, là, l'enfant va aussi apprendre à réguler, plus tard pour se réguler. Quand ça ne va pas, j'ai quelqu'un en tête. Et ça, on parle d'attachement. Hein, ça va être vraiment de sécuriser ces représentations, de sécuriser le fait que quand je ne suis pas bien, je peux le dire, je suis entendue avec la façon dont je le dis, et que ça va s'internaliser, qu'à 1 an, un enfant a internalisé. C'est déjà dans ses représentations de ces séquences liées à signaux de détresse, mon parent vient, me donne une réponse qui me soulage, qui m'apaise. Alors, c'est beaucoup dans la proximité, hein, là, hein, pas que dans les mots, hein, chez le tout petit. Et ça permet le développement d'attachements qu'on dit sécures et qui sont, et là encore, je pense que quels que soient les syndromes, les pathologies, on sait qu'il y a des différences d'attachement aussi. Chez des enfants qui se développent de façon plus linéaire et avec des enfants avec des syndromes particuliers. Donc l'hypotonie va forcément diminuer ces signaux implicites de l'interaction. Le regard, l'agrippement, les sourires, il va y avoir un décalage. Ça ne va pas être du tac au tac, hein, ça va pas être... et ça, je crois que c'est vraiment très important à le prendre en compte. C'est-à-dire que le délai, alors qu'on peut continuer de voir ensuite hein, durant l'enfance, mais il y avoir ce délai de réponse. Il y a une lenteur liée au syndrome et qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que là, ça va entraîner trop de ratés si on ne le prend pas en compte. Donc, quand le parent va initier quelque chose, il me semble qu'il faut pouvoir attendre quelle réponse on va trouver et venir cette réponse la soutenir comme on soutient dans les jeux de coucou, quoi. Hein, si vous faites la petite bête qui monte, le sourire arrivera un peu plus tard, mais il faut l'attendre. Et s'il vient pas Et s'il vient pas du tout, c'est pas grave. S'il vient pas du tout, il faut continuer de le faire. Hein. Alors, c'est le toucher, mais ça peut être aussi des enveloppes sonores, des comptines, c'est-à-dire que si il faut quand même, le parent il a le droit de s'échapper quand il se sent seul, toujours seul face à son enfant. Mais sauf que je ne pense pas que l'enfant est seul, il est juste pas capable de le remettre dans l'interaction, le remettre dans la boucle. Ça ne veut pas dire qu'il n'en fait rien. Et je pense qu'il faut pouvoir, à certains moments, se dire où il en est là, qu'est-ce qu'il aime, est-ce qu'il a manifesté quelque chose, un intérêt, un regard plus prolongé. Donc il va falloir en effet, et ça je pense que ça se fait avec l'aide de professionnels, pouvoir lire son enfant autrement. Alors on a des outils, enfin le CAMS a des outils. On a le Brazelton, on a des échelles d'intérêt, il en est où dans sa sensorialité. Il va falloir aller trouver son enfant un peu autrement, qui ne va pas passer que par le langage, que par les gestes, en tout cas pas aussi vif, pas aussi rapide. Et alors du coup, quand vous les voyez un petit peu plus tard, les enfants, quel que soit leur âge, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des conséquences qui se répercutent de cette première année où mécaniquement les interactions ne se font pas comme avec un enfant qui n'a pas de syndrome? Est-ce que vous en recevez, est-ce que l'onde de choc, on va dire, se propage sur les années suivantes? Ou est-ce que finalement on s'opère un rattrapage et une fois que l'hypotonie disparaît,
les interactions reprennent leur place d'une manière classique? Alors, il y a des enfants qui n'ont pas non plus le même degré de sévérité du syndrome, etc. Il y a les conditions de naissance, enfin, il y a d'autres facteurs qui vont jouer et qu'on va justement aller rechercher, qu'on peut travailler parallèlement au syndrome. Et il y a aussi le bagage avec lequel le parent arrive, de son histoire à lui. Mais en tout cas, les parents qui ont continué de le faire, qui ont aussi fait ensuite des jeux d'imitation, l'imitation, c'est très puissant aussi par rapport à ça. Donc ça arrive un peu plus tard. Mais là, ça c'est quelque chose à aussi vraiment soutenir vers 2-3 ans. Imiter, se déguiser, faire parler l'autre. Là-dessus, je pense qu'on peut rattraper pas mal de temps. Et puis, vraiment, moi, je crois que c'est ce premier temps, c'est de ne pas être seul à observer son enfant. Ne pas se sentir seul. Ça permettra d'être encore mieux en lien avec lui. En termes de prévention. Il me semble que c'est le plus important. Et ce qui est important aussi, dans cette première année, il y a comment lire son enfant avec des signaux qui vont être en effet différés, moins présents. Mais il y a aussi comment prendre soin du parent. C'est-à-dire que dans cette première année de vie, après déjà l'annonce du diagnostic, il y a comment on n'arrive pas forcément à nourrir son enfant. Les parents passent énormément d'énergie là-dessus. Et donc là, il y a aussi des affects qui sont là, d'angoisse, de dépression, et qui vont aussi contribuer à planir un peu l'interaction, quoi. Donc, on voit bien la complexité qu'il y a autour de l'interaction. Il y a ce qui vient de l'enfant, ce qui vient du parent. Et dans l'idéal, alors il y a un dernier facteur aussi qui est plus biologique, mais il y a déjà eu des recherches notamment faites sur l'ocytocine par Madame Taubert à Toulouse, et nous là on l'étudie aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi un cercle vicieux ou vertueux avec la sécrétion de l'ocytocine. Et dans les enjeux à plus long terme. Nous en dire 2 mots, parce que je ne sais pas forcément ce que c'est que l'ocytocine. Donc l'ocytocine, c'est une hormone, c'est un neurotransmetteur et une hormone qui est présent chez tous les mammifères, qui est une des plus anciennes un des hormones et neurotransmetteurs qui n'a pas évolué depuis des millions d'années. Donc elle a vraiment un impact sur la survie de l'espèce. Et alors on l'a étudié pas mal chez les mammifères, et puis là, depuis quelques années, des dizaines d'années, on l'étudie chez l'homme. Et elle est en effet sécrétée dans les moments importants de la survie de l'espèce, la rencontre amoureuse, l'acte sexuel, l'accouchement. Les femmes sont inondées d'ocytocine, c'est une aide à l'accouchement, l'allaitement. Et on sait maintenant qu'elle a un rôle important dans le bonding, dans le lien mère-enfant, puis ensuite dans le développement de l'empathie et de l'attachement. Donc on l'appelle aussi l'hormone de l'attachement. Et ce qu'on sait, donc, chez les enfants Prader-Willi, c'est qu'il y avait, alors on a montré ça sur quelques études, qu'il peut y avoir une sécrétion moins importante de l'ocytocine, qui est sécrétée au niveau de l'hypophyse, donc on sait l'insuffisance hypophysaire qu'il peut y avoir. Mais ce qu'on sait aussi, et ça a été montré chez les animaux et chez l'homme, c'est que plus l'interaction est bonne, c'est-à-dire que plus il y a cette reconnaissance mutuelle, plus le parent sécrète de l'ocytocine et plus l'enfant sécrète de l'ocytocine. Donc, vous voyez, c'est le substrat biologique de substrat comportemental et psychologique. C'est vraiment, tout est lié. Et donc, on sait que quand on fait ça, on favorise aussi la sécrétion d'ocytocine qui, dans un cercle vertueux, va permettre aux parents d'être plus sensibles aux signaux de l'enfant. Pour les parents, moi, je pense que c'est vraiment important, oui, qu'ils se sentent accompagnés.
Et à mon avis, ça ne va pas se faire de la même manière avec les différentes étapes que le syndrome impose, quoi. Et que dès les premiers mois, alors je pense que le CAM c'est le mieux situé pour ça, mais qu'eux puissent aussi avoir une aide, alors dans le lien à leur enfant, mais aussi pour eux, pour qu'il y ait un espace pour eux. Et puis ensuite, ça va être, après 2 ans, 3 ans, enfin on en reparlera peut-être une prochaine fois, ça, mais à l'adolescence, là, ça va être de comment aider son enfant à se réguler, à gérer la frustration, voilà. Et ça, c'est quand même du cas par cas. Et je crois que là, vraiment, de ne pas se sentir seul dans la lecture, qui est parfois pas simple, d'enfants avec le syndrome, où ils ont quand même tous des trajectoires quand même assez différentes. Et puis, il y a les associations, puis tout ce que vous faites là, c'est-à-dire d'échanger, de, de prendre chez l'autre, d'amener à l'autre. Enfin, ça va évidemment contribuer à une distance que vous pouvez avoir avec votre enfant et puis mettre de l'aération et trouver d'autres façons de faire. Ou au contraire, continuer de faire ce que vous faites parce que ça marche. Est-ce que ce que vous dites là concerne un peu tous les parents d'enfants nés malades ou est-ce que c'est très spécifique au syndrome de Prader-Willi? Il y a quand même cette particularité de l'hypotonie qui est évolutive. C'est-à-dire que c'est ça qui est quand même important, c'est que on voit il y a vraiment des étapes très différenciées dans ce syndrome-là, qui n'est pas le retard développemental qu'on va voir dans d'autres syndromes qui restent tout le temps. Et c'est là où c'est important, je pense, de tenir, parce que vous savez que ça ne va pas durer. Enfin, l'hypotonie va quand même s'améliorer, même s'il y aura cette lenteur. Moi, je crois qu'il faut garder en tête cette lenteur. Et cette première année, elle permet aussi de vivre et de s'ajuster à cette lenteur. Merci beaucoup pour vos réponses. Oui. À bientôt. Au revoir. Merci, docteur.